Monsieur Gandillon. Bonjour Blandine. Bonjour Monsieur Gandillon. Bonjour Florian. On se retrouve pour le second entretien du mois de mai 2016. Alors le thème abordé, c'est solution à la crise financière mondialiste. Première question, quelle est la nature du système capitaliste ? La nature du système capitaliste. Alors, plutôt que de parler de système capitaliste, je préfère l'expression système prix-salaire-profit. C'est un système qui est basé sur l'échange et qui a un vice fondamental, c'est que la production est incapable de créer par elle-même les signes financiers qui permettent de l'écouler. Échangisme et productivisme. Et voilà. Donc, à partir du moment où la masse des salaires versés est inférieure au prix de la production, vous êtes obligé de trouver des débouchés hors du système économique prix-salaire-profit pour arriver à trouver ces acheteurs extérieurs. Cela a très bien fonctionné au XVIIIe, au XIXe siècle parce que l'économie monde n'existait pas encore. C'est à ce moment-là que l'Angleterre, pour commencer par elle, a pu trouver des marchés à travers le monde et a pu trouver des acheteurs qui avaient de l'or, qui avaient de l'argent, qui permettaient de combler ce déficit. Pour s'enrichir plus vite sur le dos de la nation. Sur le dos d'autres peuples. Ensuite, le système ne fonctionne bien que si il est en constant développement. C'est-à-dire que de nouvelles activités arrivent, de nouvelles activités marchandes se développent pour permettre de continuer à développer l'échange et à développer par suite les profits. Autrement dit, c'est un système économique qui permet nécessairement d'accroître la richesse puisqu'il est basé sur l'échange, la liberté d'entreprise, les inventions et puis une certaine accumulation de capital financier et humain, mais dont on n'étudie pas assez souvent les causes fondamentales de fonctionnement, disons les ressorts internes. La doctrine économique classique parle toujours de la théorie de l'équilibre général, c'est-à-dire on raisonne à l'instant T, à un moment bien précis, sans vouloir savoir ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. C'est la théorie de l'équilibre général. Or, il est extrêmement important d'essayer de comprendre à quelles conditions fonctionne ce système. Le système prix-salaire-profit est un système qui ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il y a donc l'apparition de nouvelles découvertes et la création de nouveaux systèmes d'activité qui permettent de progressivement marchandiser l'économie. C'est-à-dire créer, transformer tout ce qui existe en valeur marchande, en valeur d'échange. C'est ce qu'on appelle le signe monétaire, c'est ça ? Non, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le système capitaliste, enfin prix-salaire-profit, n'a cessé de combattre l'autarcie. Parce que lorsque vous avez l'autarcie, vous n'avez pas la transformation du travail en valeur d'échange, vous n'avez pas la transformation des biens en valeur d'échange, puisque vous produisez tout vous-même. C'est un système qui, mécaniquement, est contraint d'inclure des circuits marchands toujours plus larges pour continuer à fonctionner. À partir du moment où vous avez un certain étouffement, le système se bloque de lui-même. Alors vous avez un des signes de ce blocage, c'est le recours permanent au crédit qui permet d'injecter dans l'activité économique les signes monétaires que lui-même n'est pas en mesure de créer. C'est pour ça que vous avez le développement de plus en plus important de ce qu'on appelle l'industrie financière, mais qui elle-même est dévoyée de son propre but,
puisque l'argent n'est pas créé en fonction de l'intérêt des peuples et de l'économie, mais en fonction de l'intérêt de personnes particulières qu'on appelle les financiers, les banquiers. Ce sont des injections virtuelles d'ailleurs. Voilà, moi, ça, je pense que nous allons y revenir, ce sont des injections virtuelles. Et il faut dire que cet aspect, si on veut dire dynamique, d'étude dynamique du système économique capitaliste, si l'on peut dire, n'a quasiment jamais été faite, sauf par une seule personne, Karl Marx. Karl Marx est à peu près le seul auteur économique qui a tenté d'analyser le fonctionnement sur le long terme du système prix-salaire-profit, notamment en développant la théorie de la baisse tendancielle des taux de profit. Mais autrement, ce qu'on appelle la théorie économique classique, pour employer le langage mondialiste, la théorie économique mainstream, la doctrine économique mainstream, donc dominante, qui est enseignée dans toutes les universités, toutes les écoles, ne raisonne qu'en termes d'équilibre instantané. Donc ce qui prive énormément la réflexion économique, ce qui la limite énormément, et met même cette théorie économique en défaut sur beaucoup de points. Sa base philosophique, à la base, c'est le libéralisme, et toujours plus matérialiste et économiste. Le libéralisme en lui-même revêt beaucoup d'aspects. Bon, vous avez le libéralisme idéologique, le libéralisme des mœurs, le libéralisme, et le libéralisme économique. Alors, c'est un mot que je n'aime pas employer. Le mot libéralisme ou libéral est un mot que je n'aime pas et qui m'inquiète beaucoup lorsque quelqu'un se définit comme libéral, parce qu'on ne sait pas où il commence et où il finit. Et le libéralisme, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut la liberté d'entreprise. Maintenir la liberté d'entreprise, la liberté de création, mais tout cela ne se fait pas n'importe comment et dans n'importe quel cadre. Lorsqu'on nous parle de libéralisme aujourd'hui, en gros, c'est une économie administrée au profit des financiers internationaux, des financiers mondialistes, dominés par la banque protestante et par la banque juive, notamment les Rothschild. Et ce n'est pas un système libéral en lui-même. Il y a un penseur des années 50-60, Karl Polanyi, qui avait très bien montré que ce que l'on appelle le système libéral était un système d'économie hautement administré. Et on s'en rend compte d'ailleurs aujourd'hui. Comment fonctionne le libéralisme? Par une succession de lois, de règlements internationaux qui sont mis en place pour forcer les gens à ouvrir leurs frontières, pour pousser les États à abdiquer leur souveraineté en tout domaine, et au profit de qui? Toujours au profit des systèmes financiers, au profit des banquiers, au profit, disons, de personnes particulières qui, évidemment, n'ont pas le souci de défendre les peuples, les sociétés et les nations, mais de défendre d'abord leurs propres intérêts. L'industriel est soumis à l'asservissement du veau d'or talmudique. En quelque sorte, si l'on veut dire. Si l'on veut dire. Alors, je ne vais pas entrer dans les théories qui nous expliquent que le système est dominé par la volonté de Rothschild depuis le XVIIIe siècle de dominer le monde. Mais de toute façon, il est bien vrai que par le développement de l'économie de crédit et de financement international, l'économie et la politique finissent par rester dans les mains d'un petit nombre de personnes que nous avons du mal à identifier, mais qui eux se connaissent très bien, pour paraphraser l'expression de Paul Valéry. On peut dire que l'économie telle qu'elle se fait actuellement est une spoliation des peuples. Donc, alors quand on parle de système capitaliste, il faut bien voir où on en est. J'ajouterai encore, lorsque je parle d'études du système économique dans le long terme, il y a un phénomène majeur qui est rarement pris en compte, c'est le système de la substitution de la machine à l'homme. Oui. Alors pendant longtemps, les choses ne sont pas non plus apparues de manière très claire, parce qu'il y a eu la création sans cesse de nouvelles activités économiques qui permettaient, comme le disait Alfred Sauvy, le déversement des populations évincées d'un système vers de nouveaux systèmes.
de nouveaux secteurs d'activité. Mais quand vous regardez bien, plus la mécanisation avance, moins l'économie a besoin de main-d'œuvre. D'ailleurs, c'est Brzezinski, un des penseurs du mondialisme, qui disait dans un de ses ouvrages, l'économie peut fonctionner seulement avec 15 ou 20% des personnes travaillant. Les autres, on n'en a pas besoin. Et d'ailleurs, on s'en rend bien compte. Bon nombre d'activités qui sont créées et qui existent dans notre économie sont des activités qui ne contribuent pas au bonheur de l'homme, qui ne contribuent pas au renforcement de la puissance d'une nation, mais qui servent simplement à créer cette valeur d'échange, ce système marchand qui permet de faire fonctionner le système. Et là, il faut voir les choses d'une manière très claire. Or, plus vous allez aller vers une mécanisation, une robotisation, on est en route vers une phase de robotisation extrêmement importante, vous allez avoir nombre de personnes qui ne vont plus avoir à trouver d'emploi, qu'il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, payer, occuper. Et là, il va y avoir un défi énorme. Et il va y avoir une lutte pour des parts de marché extrêmement grave, qui peut à la limite déboucher sur une guerre. Et puis vous dites que les crises sont propres à la nature du capitalisme, en donnant l'exemple de celle de 2009 qui est comparable à celle de 1929. Oui, les crises économiques naissent, bon alors elles ont été étudiées notamment par Juglar, par Kondratiev, en montrant les phases de développement, de stagnation et autres, et de spéculation qui font que l'économie entrait dans une phase dépressive, une nouvelle vague arrivait derrière et ça partait. Bon, ça c'est le système des cycles économiques qui a été relativement bien étudié. La seule chose, c'est que des crises comme la crise de 29 ou la crise de 2009 sont dues avant tout à l'emballement du système financier que l'on aurait pu très très bien arrêter. En ce qui concerne la crise de 29, dès 1928, les centres bien informés de la finance savaient que l'emballement ne pouvait pas durer. On l'a laissé continuer. Et à la suite d'une réunion de financiers en 1929, en février 29, il a été décidé qu'on arrêterait la partie à l'automne. C'était la Grande Dépression de 1929, qui à mon avis a été très très mal maîtrisée par ceux qui l'ont lancée et qui a provoqué une crise à travers le monde entier, avec ces masses de chômeurs extrêmement importantes. La crise de 2009 elle-même est liée aussi à l'emballement de la finance internationale, mais dans des conditions encore beaucoup plus graves, dans la mesure où l'économie financière était devenue une économie monde, donc tous les marchés, toutes les économies sont interconnectées, et ensuite, cette industrie financière spéculative s'était développée à un point tel que finalement les conséquences ne pouvaient qu'être dramatiques. Et d'ailleurs, cette crise de 2009 n'est absolument pas réglée. Tous les problèmes subsistent. Les problèmes de création monétaire et de spéculation ne sont absolument pas réglés aujourd'hui. Vous avez des masses de milliards de signes monétaires qui ont été créés à travers le monde, qui n'ont jamais profité au développement de l'activité économique. D'ailleurs, on le voit bien, l'activité économique stagne pour l'essentiel, mais pendant ce temps-là, vous avez une spéculation internationale énorme, les bénéfices de sociétés financières qui ne cessent d'augmenter. Donc, rien n'est résolu. Si dans les années à venir, on n'a pas de nouveaux secteurs d'activité qui sont créés, si les finances ne sont pas assainies rapidement, nous allons au-devant de phénomènes cataclysmiques dont nous n'avons pas la moindre idée. Alors, certains disent que c'est voulu, c'est organisé. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Effectivement, il y a des déclarations qui ont dit qu'il fallait un cataclysme général de l'économie pour créer ce gouvernement mondial qui permettrait d'assurer une paix durable sur le monde. Et ça, ce sont tous ces mouvements millénaristes, tous ces mouvements gnostiques qui, d'une manière ou d'une autre, ne peuvent
peuvent pas l'emporter durablement. Et il faut bien être conscient de... Donc si on veut bien comprendre le fonctionnement du système économique, il faut en analyser les causes et les règles des mécaniques de fonctionnement sur la durée. Ce qui n'est absolument pas fait actuellement par l'économie. Donc autrement dit, on peut nous enseigner tout ce que l'on veut dans les universités. Il faut voir la théorie économique plutôt comme une justification des pouvoirs économiques dominants en place, plutôt qu'une explication scientifique du fonctionnement du système. Voilà. Tous nos étudiants qui font du management, qui font de l'économie dans les écoles de commerce et autres, sont transformés pour être des agents du mondialisme, des agents de la mondialisation, et non pas de véritables économistes bien formés. Je dirais en plus que cette théorie économique en elle-même, telle qu'elle est enseignée dans les universités, comporte des failles extrêmement importantes. Pourquoi ? Parce que on fonde l'économie financière sur des théories, des bases qui ne sont absolument pas vérifiées. On va vous expliquer que le système du financement de l'économie, les calculs d'investissement se font sur la base d'une activité économique sans rupture d'une activité économique continue, notamment l'activité économique financière. Non. Lorsqu'on vous montre les courbes de Gauss, des profits et autres, c'est basé sur un fonctionnement continu de l'économie. Or, il est clair que l'économie ne raisonne pas en termes... la réalité économique est fondée sur ce que le mathématicien Mandelbrot appelait la loi de puissance, c'est-à-dire qu'il y a des ruptures, Alors il y a des périodes de continuité, mais à un moment donné, il y a des ruptures qui mettent à bas tous les calculs prévus. Lorsque vous prenez la théorie économique, elle va vous dire que les ruptures ne peuvent arriver, des ruptures mineures ne peuvent arriver que 8 à 10 fois par an. Lorsque vous analysez, ça arrive au moins 300 fois par an, si ce n'est pas plus. Donc les bases de l'enseignement économique elles-mêmes sont fausses. Les bases de l'enseignement économique sont fausses. Vous avez par exemple la loi de Modigliani-Miller, qui est enseignée partout, et qui repose sur deux principes: l'efficience des marchés et le coût nul des taxes et des transactions. Alors, ce n'est pas parce que ces deux auteurs ont eu le prix Nobel d'économie que leur loi est valable. Ils ont le prix Nobel d'économie parce que ça sert le système. Mais l'efficience des marchés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché est suffisamment transparent, suffisamment fluide pour qu'il ne puisse pas y avoir d'effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'il y ait de bons coups à retirer de la spéculation, c'est-à-dire que ça lisse la spéculation. On sait très bien que le marché est opaque. On sait très bien qu'il y a toujours des situations de spéculation qui rapportent aux uns et qui ne rapportent pas aux autres. Donc vous avez un tel système théorique qui lui-même ne cadre pas avec la réalité. Vous avez l'autre règle traditionnelle de la concurrence parfaite. On sait très bien que ça ne fonctionne pas. Vous avez la gestion qui est basée sur la valeur. Mais ce système de gestion fondé sur la valeur ignore la réalité globale de l'entreprise. Ce n'est basé que tout simplement sur la valeur des capitaux. Donc pour arriver à avoir une rentabilité maximale, puisque c'est à partir de là que l'on base le fonctionnement de l'analyse de la valeur des sociétés, eh bien on cherche à faire tourner les capitaux le plus rapidement possible, à éliminer les capitaux fixes, ce qui fait que lorsque vous avez des financiers bien particuliers, les fameux fonds spéculatifs, les hedge funds comme ils disent, qui se jettent sur des entreprises, eh bien, ils vont procéder à la découpe pour en tirer des rentabilités maximales. On va supprimer
les centres de production, qui sont des capitaux fixes qui ont un coût. On va décentraliser tout ça dans des pays à main-d'œuvre réduite pour ne garder que des bureaux d'études ou des bureaux de commercialisation. Et en même temps, on va mettre au chômage plein de gens, on va perdre tout un savoir-faire. Alors, ce système de prédation financière pour faire une course à la rentabilité conduit même à un effet extrêmement pervers, c'est que lorsque vous séparez dans une industrie ou une entreprise les bureaux d'études des ateliers, eh bien, les retours se font très très mal et vous avez des occasions d'invention, des occasions de création qui disparaissent. Et ça entame même la capacité de l'innovation, dans la mesure où il y a cette rupture entre la conception et la mise en pratique. En gros, c'est la négation de la règle de Saint-Benoît qui a été à l'origine du développement économique, enfin un des éléments fondamentaux du développement économique, dans la mesure où il a lié la réflexion intellectuelle, la réflexion manuelle, la mise en pratique manuelle et la réflexion spirituelle. On est en train d'une certaine manière, pour pouvoir uniquement créer des rendements financiers, à détruire le système économique, les ressorts même du système économique. Donc il faut bien voir que toutes ces théories économiques qu'on enseigne aujourd'hui, qu'on nous présente comme une théorie scientifique, ne sont simplement que des justifications à base de fortes théorisations mathématiques pour justifier le fonctionnement du système en place. On va peut-être lancer la deuxième question. Voilà. Qu'est-ce que l'économisme moderne ? Bien, l'économisme moderne, ça regroupe en partie ce dont je parlais à l'instant, c'est cette financiarisation de l'économie qui fait passer la recherche du profit financier avant la création de richesses au service de l'homme. C'est ce qu'on appelle aussi le néolibéralisme. Voilà. Il faut voir, lorsque l'on reprend à travers l'histoire le fonctionnement du système économique, il aurait pu être totalement différent de ce que l'on connaît actuellement. Par exemple, l'Angleterre. L'Angleterre, lorsqu'elle s'est développée à partir d'un système économique et financier qui était mis au service du développement industriel de l'Angleterre. À partir des années 1820-1830, les financiers anglais ont commencé à se rendre compte qu'il y avait plus d'intérêt à développer les financements à l'étranger qu'en Angleterre elle-même. Autrement dit, progressivement, le développement industriel de l'Angleterre a été délaissé au profit d'investissements à l'étranger. Résultat, l'Angleterre s'est retrouvée en 1914 dans une position de déclin relativement importante. Certains avaient pensé, en entrant en guerre contre l'Allemagne, que ça permettrait de dorer le blason de l'Angleterre. En 1918, elle était encore plus affaiblie qu'elle ne l'était en 1914. L'Angleterre elle-même, vous dites ? L'Angleterre elle-même, oui. Ils ont été trahis par la City comme les Américains par Wall Street. Comme les Américains par Wall Street. Et je vais revenir après sur les États-Unis parce que c'est ce qui nous intéresse dans la deuxième partie du XXe siècle. Et je dirais qu'en même temps, pendant que l'Angleterre, les financiers anglais trahissaient les intérêts britanniques, ce qui se passait en Allemagne était bien autre. Les financiers allemands développaient une finance propre au développement industriel de l'Allemagne. Elle est restée nationale, oui, chez eux. Oui, l'économie allemande, globalement, la finance allemande était restée globalement pro-allemande. C'était pour le développement de l'industrie allemande. On a vu ce que ça a donné. L'Allemagne, en 1914, était la première puissance économique d'Europe. Et elle disputait la première place avec les États-Unis qui, eux, bénéficiaient de l'effet de masse. Oui. Qui bénéficiaient, mais l'Allemagne. Et bon, on peut voir parmi les causes de la guerre de 14, les questions financières de domination mondiale extrêmement importantes. En tout cas, sinon, ça c'est issu de 2 siècles libérales, mais vous dites accidentel, finalement. Oui, c'est en quelque sorte accidentel parce qu'on nous présente le développement des 2 derniers siècles comme quelque chose de mécanique, d'inéluctable dû au développement économique. Certes, s'il n'y avait pas eu toutes les inventions, qu'il y a eu la machine à vapeur,
l'électricité, avec les lois de Maxwell, le moteur à explosion, enfin, bon, j'en passe. Hein. Le développement économique que nous avons connu n'aurait pas été possible. Mais il aurait pu prendre une autre forme si l'économie avait été véritablement tenue par les États et non pas déjà, en partie à partir de l'Angleterre, par les financiers. Donc étant transnational, oui. C'est À la limite, si le modèle allemand avait été avait été supérieur, bon, ça aurait été encore autre chose. Et voilà. Et voilà. À ce propos, il y a une chose dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est la fameuse théorie des avantages comparatifs, dont on nous parle tout le temps, qui justifie le libre-échange international dans les théories. Elle est basée sur une théorie établie par Ricardo dans son livre Principes d'économie politique dans les années en 1820, qui prenait à l'époque en comparaison entre les vins portugais et le textile anglais, en disant l'Angleterre produit du textile de meilleure qualité et de façon plus aisée que ne le font les Portugais. Par contre, le Portugal produit du vin que l'Angleterre ne peut pas produire. Donc, en échangeant l'un et l'autre, il y a un bénéfice commun pour les deux, ce qui était vrai. Mais à l'époque, les niveaux de salaire étaient comparables entre le Portugal et l'Angleterre. Ce qui n'est plus vrai aujourd'hui lorsque vous avez dans les échanges internationaux des différences de salaire qui vont de 1 à 5, de 1 à 10 ou de 1 à 20. Donc cette théorie des avantages comparatifs elle-même n'est pas valable, c'est un faux principe. C'est un faux principe, mais qui est utilisé pour créer cette mondialisation. Alors, effectivement, le libre-échange a toujours été valorisé par les financiers anglais et puis américains parce que c'était pour eux un instrument de puissance. C'est un instrument de puissance. En France, même dans les années 1850, un agent anglais était venu en France pour vanter les avantages du libre-échange, mais c'était avant tout, il le disait lui-même, et ça a été reconnu par la suite, comme un moyen pour permettre à l'Angleterre d'assurer sa puissance. Alors nous, on a eu le libre-échange chez nous, mais ça posait d'énormes problèmes. Hein. Alors sur le coup, ça provoque un dynamisme des échanges, mais à terme, on ne se retrouve pas toujours dans une situation très avantageuse pour les gens du pays. C'est dysfonctionnel. En Angleterre, en 1846, on a aboli les corn laws, les lois sur le blé, sur les céréales. Au bout de 30-40 ans, ça avait ruiné la paysannerie anglaise. Parce qu'effectivement, au début, on ne s'en rendait pas compte. Les blés en Angleterre, disons, il y avait très peu de concurrence internationale, il y avait très peu de blé à vendre sur un marché international. Mais à partir du moment où le commerce international s'est développé, eh bien, il y a eu des productions de blé à moindre coût qu'en Angleterre, et progressivement, on a ruiné toute la paysannerie anglaise. Puis on peut peut-être lancer la troisième question pour continuer de traiter du cas anglais d'ailleurs. Oui, quel désastre la financiarisation mondiale a été pour l'Angleterre? Justement, la financiarisation mondiale pour l'Angleterre à l'époque a été la disparition de sa paysannerie et puis à terme l'affaiblissement de son industrie. Et bon, j'ai abordé le sujet il y a 2 minutes à propos des États-Unis, mais on retrouve le même processus aux États-Unis. Au début, la finance états-unienne est au service du développement économique des États-Unis. Et puis, à partir des années 1920, les financiers américains se sont rendus compte que les sources de rentabilité de leurs capitaux étaient plus importantes hors des États-Unis qu'aux États-Unis. Et progressivement, on en est arrivé, surtout avec tous les développements qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, la dernière partie du XXe siècle, au fait que les États-Unis, aujourd'hui, sont un pays qui ont en grande partie perdu leur industrie, qui sont en train de se délabrer du point de vue des infrastructures, alors que la puissance de Wall Street est énorme. La puissance financière des États-Unis est énorme. Les États-Unis, en gros, c'est une grosse tête financière avec un système militaire ou industriel extrêmement important,
Mais pour le reste, l'économie américaine est en grande partie ruinée comme l'a été l'économie britannique un siècle plus tôt. Ça a commencé, enfin leur puissance à s'affirmer avec les créanciers de Morgan, Baron. Bah oui, à Après partir la du moment Première où a été créée la Réserve fédérale, qui n'est pas une banque d'État, mais qui est une banque privée, ce sont les financiers de Wall Street qui ont pris en main la destinée des États-Unis. D'ailleurs, à l'époque de la création de la Réserve fédérale, il y avait eu des débats extrêmement importants, et nombre de membres de la Chambre des représentants et du Sénat avaient dénoncé la spoliation programmée du peuple américain de sa propre richesse par les financiers. Puis après la mainmise sur l'Europe avec le plan Marshall à la fin de la Première Guerre mondiale. Le plan Marshall, lui, est arrivé pour permettre tout simplement de solvabiliser la production américaine, enfin de permettre aux États européens de pouvoir acheter les biens américains après-guerre. C'est le fond du plan Marshall. Et la loi sur le blé, c'était 1846, donc ça remonte... Oui, pour l'Angleterre. Vraiment oui. les 2 siècles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'historiens qui se posent la question, mais pourquoi le gouvernement anglais, en 1846, a aboli ses lois sur les céréales, ses corn laws? Pour quelle raison? Lorsqu'on regarde les questions financières en jeu, le sujet s'éclaire assez vite. Oui, ça paraît illogique pour eux, alors qu'en fait, c'était vraiment un intérêt privé. Et voilà, c'était l'intérêt privé qui dominait. Oui. Et on ne peut pas comprendre l'évolution des 2 derniers siècles d'économie si on ne fait pas intervenir la domination progressive des peuples par les intérêts privés des financiers et des banquiers. Après, vous avez exposé le cas contraire, qui est un bon exemple du Second Reich allemand, en fait. Alors, le Second Reich allemand, lui, oui, effectivement, il s'est financé par ses propres moyens. Effectivement, à terme, il commençait à représenter un danger pour cette finance internationale. Donc, on pourrait même dire que la Russie avant 1914, entre 1906 et 1913, est en train de connaître un développement économique extraordinaire, la Russie. Parce que les Russes ont un potentiel d'invention et de créativité extraordinaire. Et l'hypothèse a été avancée qu'il fallait casser la Russie pour éviter qu'elle devienne à terme une concurrente trop importante du monde anglo-saxon. Ce qui était arrivé à Bismarck, vous dites. Ce qui était arrivé à Bismarck, ce qui était arrivé à l'Allemagne. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'à chaque fois qu'une économie, un financement est mis au service de l'économie et du développement économique, ce pays connaît un développement économique extraordinaire et très rapide. Vous prenez l'Allemagne dans les années 30, dans un contexte très particulier, à partir du moment où la finance allemande a été remise au service de l'intérêt économique allemand, vous avez eu un développement assez rapide de la production. Ça a été interrompu par la guerre, pour des raisons, là encore, comme disait Churchill, si l'Allemagne avait accepté d'intégrer le circuit, disons, international, nous n'aurions pas déclaré la guerre. C'est ça, oui. Bon. Mais vous regardez d'autres pays, vous prenez l'Afrique du Sud. Même Oliveira Salazar au Portugal, c'était le même cas. Alors là, Salazar, c'est encore autre chose, parce qu'il avait mis l'accent sur le développement des colonies, qui a empêché le développement même de la métropole. Là, c'est moins visible, mais il y avait un développement endogène assez important. Vous prenez le cas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, à partir du moment où elle a été l'objet d'un blocus international à cause de l'apartheid, a développé des industries d'une manière extrêmement importante qui lui ont permis d'avoir une base industrielle très novatrice. Par exemple, ils avaient mis au point la Red Devil, c'est une locomotive qui, par la vaporisation du charbon, arrivait à faire passer le rendement d'une machine à vapeur qui d'habitude est de 10% à 40%. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais elle avait réussi à inventer. La première greffe du cœur a été faite au Cap. Bon. Vous prenez la Rhodésie, la petite Rhodésie du Sud de Ian Smith, isolée, ostracisée comme elle était, elle avait réussi à faire un développement économique assez extraordinaire. À partir du moment où les peuples arrivent à se soustraire à la finance internationale et disons, à des prédateurs privés, elle arrive à faire des choses assez extraordinaires. C'est la Rhodésie seule, comme pour paraphraser Maurras qui dit la France seule. Et voilà, mais il faut bien voir les choses. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, dans le cas de la France,
Mais les conditions, nous sommes tellement désindustrialisés qu'il y a énormément de préalables et tellement de conditions. Mais enfin, disons, un pays comme la France, qui met une finance au service de son développement économique, en 15 à 20 ans, pour peu qu'on la laisse faire, alors là, pour peu qu'on la laisse faire, Oui. redeviendrait la deuxième ou troisième puissance économique du monde, sans difficulté. Pour ça, il faut donc un contexte d'État européen qui s'entende. Et bon, c'est tout un autre contexte géopolitique qui suppose l'effondrement du monde dans lequel nous sommes actuellement. Bon, il s'effondrera, mais il faut penser à toutes ces choses-là, il faut anticiper. Hein. Mais il faut savoir à quelles conditions on peut y parvenir et dans quelles conditions nous vivons aujourd'hui. Il n'est absolument pas normal que, étant donné tous les moyens de production que nous avons aujourd'hui, toutes les richesses qui sont produites à travers le monde, vous ayez encore autant de miséreux que vous en avez. Quand vous avez des millions de gens qui sont à la portion congrue, qui sont à la soupe populaire dans nos pays développés, c'est un scandale qui apparemment ne révolte pas vraiment les gens. Alors qu'il y a tous les moyens pour produire, tous les moyens de satisfaire les besoins des gens, enfin même des besoins élémentaires, sans parler de tous les gadgets et autres que l'on peut inventer pour faire tourner la machine. Comme je disais tout à l'heure, plus on crée de produits, plus on crée de circuits marchands, plus on fait fonctionner le système. Hein. Le fait d'avoir envoyé les femmes travailler dans des bureaux ou autres, c'est pas pour libérer la femme des tâches ménagères, c'est pour la servir souvent à un patron qui les fait travailler 35 ou 40 heures par semaine pour les payer au lance-pierre. C'est David Rockefeller qui dit avant on pouvait taxer que la moitié de la population. Donc... Oui, avant on pouvait taxer que la moitié de la population, maintenant on peut en taxer la totalité. La totalité, hein. Oui. Bientôt le chien. Bah oui, mais oui, mais dans le temps, imaginez, on parle de circuits marchands. Dans le temps, la mère de famille faisait ses gâteaux, faisait sa couture. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle achetait des matières premières, du tissu et de la farine, des œufs, des choses comme ça. Où était la valeur ajoutée sur le produit fabriqué? Il n'y en avait pas. Vous n'aviez pas de valeur d'échange. Lorsque notre mère nous fabriquait des gâteaux et autres, il n'y avait pas de profit à en retirer dessus, à part sur la farine qui était vendue. Tandis qu'à partir du moment où la mère de famille court le matin au travail, met ses enfants à la crèche, ensuite passe au supermarché pour acheter différentes choses et autres, vous vous rendez compte la valeur d'échange, la valeur marchande qui est créée. Lorsqu'on nous parle de PIB, ça ne mesure pas la richesse d'un pays, ça mesure le volume des échanges créés dans une activité économique. Bon, il y a un exemple qui est souvent pris, qui était même pris d'ailleurs dans le temps par Frédéric Bastiat. Vous cassez une vitre, vous appelez le vitrier, il va vous réparer la vitre. Ben, vous avez créé une richesse dans le pays. Puisque vous avez eu une valeur d'échange, une valeur marchande qui a été faite, vous avez appelé le vitrier, vous avez remplacé la vitre. Est-ce que la richesse du pays a véritablement gagné? Non, vous avez remplacé quelque chose qui a été détruit. Donc il faut repenser aussi tous les mécanismes et tout le système de discours économique qu'on nous assène à longueur de journée sur les radios, les télévisions et même dans les revues économiques spécialisées. Il ne faut pas être dupe. Ils s'en foutent en fait de la nature humaine, des sentiments, de l'utilité. Non. Mais bien sûr. Tout est argent, etc. Tout est argent. Un pays est riche parce qu'il y a beaucoup d'échanges à l'intérieur. Mais vous avez beaucoup de pays qui ont un PIB extrêmement développé, et puis à l'intérieur, les gens n'ont pas un niveau de vie très élevé. Et un pays comme la France, sa véritable richesse, c'est quoi? C'est son terroir. C'est la richesse de son sol, la richesse de ses terres. Et c'est pour ça que la France, elle arrive encore à survivre, malgré toutes les misères qu'on lui fait subir depuis des décennies. Alors évidemment, un jour, les choses peuvent s'arrêter, parce qu'à force de vider les richesses d'un pays, il ne reste plus grand-chose. Mais la France est un pays riche, est un pays naturellement solide, de par son patrimoine, de par sa richesse humaine d'origine. Et ce n'est pas uniquement la richesse financière et économique qui crée la richesse d'un pays. Ça crée des moyens d'hégémonie, mais ça ne crée pas une véritable richesse intérieure. Après, les États-Unis ont essayé de sortir un peu de ce système avec la période 40-45 et Henry Ford.
Alors oui, alors Henry Ford avait très bien compris que si l'on voulait stabiliser la société, il fallait que les ouvriers puissent profiter de leur travail. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une répartition, disons, équitable, si on peut dire, de la richesse produite. Il disait, si je veux vendre des voitures, il faut que mes ouvriers soient en mesure de les acheter. Ce qu'on appelle le Fordisme a effectivement duré jusque dans les années 90. Mais depuis les années 90, la part de la richesse produite, de la valeur ajoutée réservée au salaire est en diminution de plus en plus importante. Aujourd'hui, on pense qu'entre 10 et 15% de la richesse produite a été détournée des salaires vers les actionnaires. Donc autrement dit, là vous avez un déficit extrêmement important de moyens financiers permettant d'acheter la production, permettant de la solvabiliser. Ce qui fait que vous avez un développement du crédit extrêmement important, puisque le système économique a besoin d'acheteurs pour vendre ses produits. Celui qui ne peut acheter ruine celui qui ne peut pas vendre. Donc, vous avez tout un système de crédit qui s'est mis en place. Et ce système de crédit permet à terme d'enchaîner les gens et en même temps d'accroître la puissance des banquiers et des financiers sur la population. Vous avez cet accroissement de la puissance des banquiers sur la population par le système du crédit, et vous l'avez aussi sur les États, parce que les États ne se financent plus par eux-mêmes par la fameuse loi à partir des années 1973, la fameuse loi, notamment en France, qui interdit à l'État français de se refinancer lui-même et qui l'oblige à se financer par des marchés financiers. Donc progressivement, vous avez toute une mainmise du système financier sur les peuples et sur les États. Alors les États-Unis eux-mêmes, lorsque l'on parle de puissance politique américaine, il faut bien voir que les rapports économiques et les rapports financiers, les rapports monétaires sont d'abord des rapports de puissance. Lorsque vous avez des puissances de niveau économique à peu près identiques, à ce moment-là, vous mettez en place, comme vous avez eu, le système de l'étalon or, parce que vous avez un rapport de force à peu près équilibré. À partir du moment où vous avez un État qui domine tous les autres, eh bien, vous avez le système de l'étalon de change or par l'intermédiaire du dollar, puis après le dollar seul qui règne et qui règle les échanges internationaux. À partir du moment où en 1971 on a suspendu la convertibilité du dollar en or, c'est le dollar qui faisait la pluie et le beau temps sur le monde. Or, vouloir instaurer le dollar comme monnaie mondiale et par là la puissance américaine comme puissance dominante dans le monde, alors que vous avez l'économie américaine qui connaît un affaiblissement intérieur, eh bien il faut que vous fassiez un coup politique pour pouvoir asseoir le dollar définitivement en rapport de force comme monnaie dominante du monde. Et si l'on peut dire le coup de génie, ça a été le choc pétrolier de 1973, si l'on peut dire. Parce qu'à ce moment-là, Henry Kissinger, qui était chargé des relations internationales dans le gouvernement Nixon, a proposé aux producteurs de pétrole qui demandaient à augmenter le prix du pétrole, en leur disant d'accord, vous allez quadrupler le prix de votre pétrole, mais à une seule condition, c'est qu'il soit libellé en dollars. C'est adossé au dollar. Et ça a été adossé au dollar. Vous avez eu ce quadruplement des prix du pétrole, qu'on a appelé le premier choc pétrolier, qui a été très mal géré en France, parce qu'au lieu de considérer comme un surcoût de l'économie à absorber, on a entraîné une augmentation des salaires et des prix en même temps. Bon, c'était un sale coup, il aurait fallu expliquer aux gens. Je ne sais même pas si les dirigeants de l'époque avaient bien compris l'affaire. C'est autre chose. Les Allemands, eux, ont su gérer l'affaire de cette manière-là. Ce qui a fait d'ailleurs que l'Allemagne a très peu connu d'inflation, alors que nous avions à l'époque de Barre une inflation de 12, 13, 14%. Et donc, ce qui fait que le dollar, à partir de ce choc pétrolier, c'est assis de nouveau comme monnaie dominante du monde, alors que les États-Unis étaient en perte de vitesse. C'est le pétrodollar. Oui. C'est le pétrodollar. Et ces pétrodollars, en se recyclant
à travers le monde qui ont permis aux États-Unis de devenir, disons, les banquiers du monde, et à travers les États-Unis, toute la finance de Wall Street et la finance de la City, à travers des gens comme les banques Rothschild, les banques Baruch, Lehman Brothers, Oui, Goldman Sachs et autres. Qui arrivent, oui. Et autres. Et pour permettre au dollar d'être attractif, eh bien, il a fallu créer des conditions financières pour cela, et ça a été la politique monétariste de Paul Volcker à partir des années 1980. Ça a donné la domination de l'Europe économique et politique dont on a parlé, et aussi les guerres au Moyen-Orient. Et les guerres au Moyen-Orient en même temps. Oui. Voilà. Et on peut dire qu'à partir de cette domination du dollar, s'est mise en place ce qu'on appelle l'industrie financière que nous subissons actuellement, du fait qu'il y a eu la mise en place par le développement de l'informatique et par la libéralisation des échanges de tous ces instruments financiers modernes, enfin disons actuels, qui permettent de répartir les risques. La fameuse crise des subprimes de 2008 est due d'une part parce qu'on a distribué du crédit à des gens qui n'avaient pas la capacité pour le rembourser, mais surtout au fait que, sachant très bien que ces prêts non remboursables, parce que subprime, ce sont des prêts douteux, hein, la traduction c'est cela, à partir du moment où on avait des prêts douteux, on a utilisé ce qu'on appelle le système de la titrisation, qui a consisté à répartir les risques qui devaient être supportés par les financiers sur l'ensemble des agents économiques. La titrisation, ça consiste en quoi? Ça consiste à créer des produits financiers qui mélangent des actifs, disons, solides avec des actifs qui sont beaucoup moins. Donc vous arrivez à avoir un ensemble de titres financiers, d'actifs financiers, dont on ne sait pas exactement ce qu'ils contiennent. D'où une suspicion générale en période de crise. Dans les années 2009, 2010 et 2011, l'économie n'est pas repartie en grande partie, les prêts, tout simplement parce que personne n'avait confiance dans les actifs financiers qui étaient proposés. Cela dit, la spéculation a continué dans la mesure où rien n'a été remis en cause fondamentalement. Au contraire, le système s'est aggravé parce que les banques étant en grande difficulté par les systèmes spéculatifs, ce sont les États qui sont venus à la rescousse pour boucher les trous. D'où ces fameuses émissions de milliards et de milliards de signes monétaires qui finalement ont été là pour éponger les pertes, pour boucher les trous, mais qui finalement n'ont pas permis à l'économie de redémarrer. Aujourd'hui, l'économie est asphyxiée sous des masses entières de signes monétaires et surtout par un phénomène déflationniste dû au fait que les masses de remboursement devenant de tellement plus importantes, les prélèvements sur l'activité économique réelle deviennent eux aussi de plus en plus importants et qu'il y a une pompe aspirante qui raréfie la monnaie, mais la monnaie réelle pour le fonctionnement de l'activité économique. Donc nous sommes entrés dans une phase déflationniste de manière mécanique du fait, paradoxalement, de ce système de surendettement. Et de cela, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'en parle nulle part. Mais l'étouffement des prix que nous connaissons actuellement est dû à un phénomène déflationniste du fait que, en gros, le système se contracte de l'intérieur sous le poids de la masse et du volume des remboursements à effectuer. Donc, à un moment ou à un autre, là encore,
il y a un blocage. Et vous voyez, on rajoute tout le temps des signes avec des plans de ce qu'ils appellent d'assouplissement monétaire, les quantitative easing aux États-Unis. En France, en Europe, la Banque Centrale Européenne utilise un autre système, mais ça revient à peu près au même. Plus vous injectez de l'argent dans le système, moins l'économie repart. Si, elle va repartir pendant quelques mois, et puis elle va s'étouffer de nouveau. Vous savez, vous remettez de l'oxygène, mais bon, au fur et à mesure, vous avez l'air qui disparaît et les résultats ne viennent pas en rapport. Donc, alors, parce qu'on peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'en plus, tous ces signes monétaires qui ont été créés, normalement, ça aurait dû créer une inflation, mais extraordinaire. Hein. Lorsque l'Allemagne, dans les années 20, a créé des signes monétaires pour éviter de payer les réparations, qui d'ailleurs étaient largement injustifiées, eh bien, vous avez eu la grande inflation de 23. Nous, aujourd'hui, avec tous ces signes monétaires créés dans le monde, nous devrions avoir cette inflation. Alors, il y a bien une inflation, c'est l'inflation par les coûts. C'est pour ça que vous avez tous les biens immobiliers qui flambent partout. Parce que les gens investissent l'argent dans des biens durables, et ce qui fait que quand vous avez des biens qui ne sont pas extensibles en quantité, et vous avez une masse monétaire qui vient se mettre dessus, évidemment vous avez une dépréciation monétaire qui se produit, et paradoxalement les prix des biens qui augmentent. C'est une inflation par les coûts. Mais il faut savoir que 97% de la masse monétaire existante dans le monde, ce sont des chiffres qui remontent il y a quelques années, mais à mon avis ça n'a pas dû tellement bouger, 97% de la masse monétaire mondiale n'est pas consacrée à l'économie réelle. Seulement 3% des signes monétaires existants par le monde sont utilisés au fonctionnement de l'économie réelle, de l'économie commerciale. Et tout ça, cela s'explique parce que ce qui compte pour réguler une économie, c'est la monnaie de règlement. C'est-à-dire la monnaie qui est réellement en circulation, qui réellement fait fonctionner l'économie. Lorsque vous voulez considérer un circuit monétaire, il faut le considérer à peu près comme, on pourrait dire, comme un système sanguin. Vous avez le cœur, qui est la banque centrale, qui permet d'envoyer dans les différents organes la quantité de sang dont elle a besoin pour fonctionner et qui régule le système. Donc, ça, c'est le système de création de monnaie banque centrale qui n'existe plus aujourd'hui, puisque vous avez la privatisation. Mais il faut bien comprendre que c'est la monnaie de règlement, c'est-à-dire c'est, disons, les globules qui circulent dans le système qui comptent. Ce n'est pas, par exemple, des poches de sang à l'extérieur qui ne sont pas injectées dans le système qui comptent. Alors certes, vous pouvez ouvrir la veine et provoquer une thrombose, provoquer un éclatement du système sanguin, du système économique. Mais aussi longtemps que vous évitez ce déversement de flot de signes monétaires indus dans le système, vous arrivez à maintenir le fonctionnement du système. Et aujourd'hui, effectivement, les signes monétaires qui existent sont plus occupés à l'industrie financière qu'au fonctionnement même de l'économie. Nous retrouvons encore le même problème, c'est-à-dire que l'argent, les signes monétaires, la création monétaire n'est pas mise au service des peuples, mais au service d'intérêts particuliers. Alors, rien n'a changé depuis 2 siècles, mais le phénomène a pris une ampleur inégalée. Et autrement dit, l'alternative que proposent les nationalistes, eh bien, c'est tout simplement de remettre la finance au service des peuples. Et alors là, vous avez quelque chose d'ultra, on va dire, révolutionnaire par rapport au système dans lequel nous sommes aujourd'hui, puisque finalement, c'est signer l'acte de condamnation du système en place actuellement et qui dure depuis 2 siècles. Et le danger, il est là. Pour les financiers en place, le danger, il est là. En plus, nous demandons que les peuples restent chez eux, puissent vivre dans leur propre pays. Donc ce qui condamne en grande partie le commerce international, qui vit de la libéralisation des échanges et surtout de la destruction des économies nationales. À partir du moment où vous mettez en place un développement endogène des États en permettant aux gens de vivre sur leur territoire, non pas en arrivant à l'autarcie,
Mais en pouvant vivre au moins, disons, un pays comme la France pour vivre à 90% de ses propres richesses, mais disons en moyenne entre 70 et 80% de ses richesses produites sur le sol, le commerce international en prend un vilain coup. Donc les transactions financières, les transactions commerciales elles-mêmes s'asphyxient. Et le système d'échange qui permet au système prix-salaire-profit de fonctionner, lui-même s'asphyxie. Donc effectivement, lorsque vous proposez un programme d'économie, disons, d'inspiration nationaliste, comme on peut le présenter, comme je le défends, évidemment, vous devenez un ennemi majeur du système en place. Donc tout sera fait contre vous. Et je reviens à cette chose, c'est que le système d'économie mis en place par l'économie nationale socialiste allait tellement à l'encontre du système international qu'il fallait le détruire. On a habillé le problème des afro-nazis, des ceci et cela, mais ça c'est tout un habillage d'un problème beaucoup plus fondamental qui était pour une fois un État qui s'opposait au système financier anglo-saxon à vocation mondialiste qui se mettait en place. Alors on reviendra à la fin aussi aux autres solutions. Et puis pour faire le tour du sujet, il y a aussi une opposition justement à ce mondialisme du temps où il était adossé à l'or. C'est l'opposition de Charles de Gaulle en France effectivement au remboursement or. Qui a causé effectivement là aussi évidemment. Sa chute. Charles de Gaulle, voyons très bien que le dollar devenait une monnaie de singe, en quelque sorte, avait demandé tout simplement que les échanges internationaux de la France soient payés en or. Bien, il s'est passé une chose extrêmement rapide. Vous avez eu dans la foulée, disons, l'exploitation de mai 68. Le début Et puis la condamnation de Gaulle, parce que De Gaulle, a une grande partie de sa vie été nuisible, mais dans les dernières années de sa présidence, a pris des mesures hautement audacieuses et anti-système. Et d'ailleurs, comment ? Vis-à-vis de l'OTAN aussi, c'est ça. Et voilà, le retrait de l'OTAN, toutes ces positions, en gros, il se présentait en contempteur du système mondialiste. C'est pour ça que même en France, il a eu contre lui tout l'État profond, tout l'appareil d'État. Puis il y a eu sa petite formule sur les Juifs aussi qui n'a pas dû l'aider à rester en place. Le peuple de lui est dominateur qui ne l'a absolument pas aidé. D'ailleurs, les publications nationalistes de l'époque, et des articles, notamment Pierre Sidos à l'époque, avait dit, avec une phrase pareille, il n'en a plus pour longtemps. Les choses étaient assez claires. Et il faut savoir que lorsque vous vous opposez à ce système, nécessairement, vous avez tout le monde contre vous. On se pose encore la question de savoir pourquoi on a éliminé Kadhafi. Alors, il y a effectivement les basses questions politiciennes de Sarkozy, qui sont peut-être entrés en ligne de compte, mais il y a surtout le fait que Kadhafi voulait développer un système de financement endogène de l'Afrique qui était indépendant des systèmes financiers mondialistes, basés à Londres et à New York. Établir le dinar or pour toute l'Afrique, voilà. Oui, donc c'était fait des ennemis. L'élimination de l'assassinat de Saddam Hussein, c'est tout simplement parce que Saddam Hussein avait décidé de ne plus libeller les ventes de pétrole en dollars, mais en euros. Il faut bien comprendre les choses. Il y a ce que l'on nous présente dans l'actualité et puis ce qui se passe en réalité. Les documents sont disponibles, il suffit de les chercher et de creuser. Tout le monde n'a pas le temps, mais quand on a un peu de curiosité, on arrive à découvrir énormément de choses intéressantes. Oui, c'est sûr que quand on voit Saddam Hussein, grand ami des États-Unis, qui du jour au lendemain devient un affreux dictateur, on se dit... Il y a quand même quelque chose qui cloche. Voilà. De même que Kadhafi, grand ami de Sarkozy, et puis qui du jour au lendemain est éliminé. Là aussi, on peut se poser des questions. Voilà. Et puis, même l'élimination de Milosevic n'est pas étrangère non plus à ce refus d'entrer dans le système. Aujourd'hui, la Russie, on peut dire ce que l'on veut,
L'État russe n'est pas un État nationaliste. C'est un État patriote. Mais qui n'est pas hostile à une économie mondiale, à des accords avec la finance internationale, mais qui refuse pour l'instant de se laisser dominer par cette finance internationale. Et regardez les attaques dont elle est l'objet. La seule chose que je crains pour la Russie, c'est que l'État russe n'est pas un État nationaliste au sens où il pourrait l'être et où il pourrait peut-être aujourd'hui mettre en place le véritable système nationaliste que nous préconisons, d'économie nationaliste. L'élite russe envoie ses enfants dans les universités américaines pour se former aux bonnes techniques du management. Il y a beaucoup d'écoles en Russie qui sont des succursales des écoles de formation anglo-saxonnes en matière de commerce et de management. C'est tout simplement introduire le ver dans le fruit. L'installation des ONG se sont fait aussi sur le long terme chez eux. Et voilà. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a des blocages sur les ONG et autres. Mais lorsque vous formez les élites aux techniques de financement international, mondialiste et autres, telles qu'elles sont enseignées dans les universités anglo-saxonnes, eh bien vous n'avez qu'à attendre quelques années et puis la tumeur va monter d'elle-même. C'est sûr. Donc il y a des choses extrêmement importantes à voir dans ce domaine-là. Où la Russie, alors, passe à un système d'économie nationale et sociale, ou alors elle risque d'avoir de graves déconvenues dans les années à venir. C'est un système hybride. Et au point où elle en est, je ne tiens pas la gouvernance russe et on ne m'écoutera absolument pas, et j'ai rien à voir dans l'affaire, je veux dire, si on peut dire, mais un gouvernement avisé passerait carrément à une économie de type nationaliste et de développement endogène, sachant très bien que d'une manière ou d'une autre, le système mondialiste veut la destruction de la Russie telle qu'elle existe actuellement. On le voit très bien avec l'encerclement géopolitique, l'Ukraine et tout ce qui se passe actuellement. Quitte à y aller, il faut y aller. Oui, quand vous avez le chef d'état-major de l'OTAN, qui est un Tchèque d'ailleurs, qui a déclaré il y a peu de temps, le danger vient de l'Est, bon, faut quand même se demander si ce monsieur a été payé pour dire ça ou si vraiment il est sérieux. On sait très bien que le danger aujourd'hui ne vient pas de l'Est. Le danger, il est chez nous, par les dirigeants stipendiés au service du judaïsme politique et de la maçonnerie, et en plus avec sa conséquence, disons, factuelle, qu'est l'immigration d'invasion que nous subissons actuellement et qui est provoquée par ces mêmes puissances mondialistes. Bon, nous dévions un petit peu de notre sujet, mais vous savez, en économie, tout est lié. Tout est lié. La théorie économique, c'est pas une science, c'est une idéologie au service d'intérêts précis. L'économie, elle peut être autre chose que ce qu'on nous présente. La monnaie, c'est une question de rapport de force entre États. Et à partir de là, vous avez des règles de bonne gestion, de bon fonctionnement, qui sont connues, mais que l'on n'enseigne pas, et que surtout, il ne faut pas enseigner et faire connaître aux étudiants. Voilà. On va lancer la 4e question pour avancer. Quelles sont les spécificités de cette présente crise qui provoque également l'emballement du système ? Alors, la spécificité actuelle du système, c'est cette financiarisation de l'activité économique à travers le monde, du fait que toutes les économies sont reliées entre elles, sont interconnectées, que c'est la recherche de profit financier immédiat qui l'emporte sur la recherche de construction durable d'une économie. Et c'est, disons, une sorte, on ne peut pas l'appeler de phase finale parce qu'il y en aura d'autres, mais actuellement aussi d'une phase finale d'un processus d'établissement d'un gouvernement mondial à travers la finance. Et il y en a, j'ai pu lire ça dans des revues publiées aux États-Unis,
que certains souhaitent une crise mondiale économique et financière telle que les peuples soient terrorisés, affaiblis, et qu'aussitôt on leur présente la solution miracle du gouvernement mondial. Et c'est ce que l'on voit d'ailleurs, ce que l'on entend un petit peu aujourd'hui, partout, c'est que la solution, c'est toujours à plus d'intégration mondiale. On est en train de nous présenter le fameux traité transatlantique, en cours de négociation dans des conditions tout à fait curieuses, puisque personne ne peut savoir de quoi il s'agit en réalité, comme la véritable solution au développement, à un sursaut économique de l'Europe. L'Europe s'anémie économiquement. Rajoutez par-dessus le traité transatlantique, vous allez avoir une explosion économique de l'Europe. Non, vous allez avoir peut-être une implosion économique de l'Europe, vous allez avoir l'affaiblissement de l'Europe. Alors donc la spécificité économique de la crise aujourd'hui, c'est simplement une phase nouvelle de la mainmise de ces financiers mondialistes sur le monde. Et on le voit bien, l'ennemi c'est la nation. Edmond Rothschild le disait en 1971, en juillet 1971 dans la revue Entreprise, et on voit bien aujourd'hui que tout est fait pour nous détruire, pour détruire les frontières, pour créer un grand marché international qui va permettre à partir de là de créer des occasions de profits supplémentaires pour certains au prix de la destruction des hommes et des cultures nationales. Voilà la spécificité de la crise actuelle. Je m'attends dans les années à venir, proche ou loin, à une crise financière délibérément provoquée pour justement créer cet effet de choc qui poussera les gens à accepter je dirais pas un État mondialiste, un État mondial, mais au moins un État transatlantique. Pour commencer, oui. Pour commencer. Et qu'on ne pense pas que des États comme la Chine puissent y échapper, parce qu'aujourd'hui, il y a 35% des flux économiques en Chine qui sont aux mains des banquiers internationaux. Donc la Chine elle-même n'y échappe pas. Et lorsque vous avez dernièrement, par exemple, un agent mondialiste d'origine indienne, le nom m'échappe actuellement, mais peu importe, on trouve ça dans l'information, qui dit qu'il faut redécouper les États-Unis et l'Afrique du Nord et l'Amérique du Nord en 7 grandes régions économiques transfrontalières, donc en niant l'existence du Canada et des États-Unis, sur le modèle de ce qu'a fait la Chine en se découpant en 11 régions de 100 millions d'habitants, on se rend compte qu'il y a effectivement une synergie, une connexion entre les différents États de la planète. Et alors vous avez une lutte entre ceux qui veulent maintenir leur autonomie, leur indépendance, et d'autres qui, d'une manière ou d'une autre, que ce soit des idiots utiles ou des agents stipendiés, qui veulent participer à la création de cet État mondial. Et par des blocs, et d'un côté eurasiatique, africain, etc., voilà. En niant toutes les nations, comme un bloc continental unifié. Les blocs continentaux unifiés, voilà. Alors actuellement, vous avez effectivement la Russie, la Chine, l'Inde et autres qui s'opposent aux États-Unis, mais à l'intérieur de ces États eux-mêmes, il y a des agents qui travaillent contre. Différentes tendances. Voilà. Donc quand on parle d'économie, de système capitaliste, il faut bien savoir de quoi on parle. Ce n'est pas nécessairement ce que l'on trouve dans les manuels d'économie. Après, en soi, c'est peut-être l'état d'esprit libéral et démocratique qui est un peu la cause de tout cela. Le fait qu'il y ait toujours un manque d'unité, quoi. Ça part dans tous les sens dès qu'on est... L'esprit libéral, l'esprit démocratique, ça c'est autre chose, c'est vouloir atomiser les individus et casser les solidarités naturelles, les cadres naturels de vie des hommes. Et effectivement, à partir du moment où vous avez des individualités face à une entité unique, c'est l'entité unique qui l'emporte. À partir du moment où vous cassez les cadres sociaux, nationaux et autres. Comme les corps intermédiaires. Comme les corps intermédiaires, voilà. Oui. Les corps intermédiaires ont été cassés en France en 1789. Aux États-Unis, ils existent très difficilement. Et c'est l'individualisme qui l'emporte partout. D'ailleurs, de quoi vous parle-t-on? On vous parle d'agent économique. Vous avez l'agent économique qui est seul face au système.
Tout est conçu. D'ailleurs, l'économie, aujourd'hui, est une économie mathématisée. Ça lui donne un semblant de sérieux. Et puis, les recherches économiques sont uniquement basées sur tout ce qui est mathématisable. Ça revient à peu près à cet ivrogne qui cherche sa clé sous le réverbère, même s'il l'a perdu plus loin, sous prétexte que sous le réverbère, il fait clair. Vous avez des pans entiers de l'activité, de la recherche économique, de l'économie qui sont occultés parce qu'ils ne sont pas nécessairement mathématisables. Et tout est concentré sur la mathématisation de l'économie. Or, on ne peut pas mettre la vie en équation. On va lancer la 5e question. Du coup, quelles sont les conséquences et les événements qui nous attendent? Les événements qui nous attendent... On a parlé de ces blocs unifiés déjà. On a parlé de ces différents blocs économiques. Les événements qui nous attendent, ce sont des crises majeures. Alors, des crises majeures liées au fait qu'il y a la substitution de la machine à l'homme qui fait qu'on a de moins en moins besoin de gens pour produire. Il y a le fait de savoir si, dans l'avenir, il va y avoir de nouvelles inventions qui vont permettre de créer de nouveaux systèmes d'activité. Il y a le fait de cette création d'un marché mondial qui entraîne le télescopage des peuples. On le voit bien avec les immigrations, invasions que nous subissons actuellement. Et toutes les nations se tiennent par la dette aussi. Et toutes les nations se tiennent par la dette dans les mains de quelques conglomérats. Et qui, au sommet, se retrouvent nécessairement dans un seul conglomérat. On se retrouve avec la Chine et les pays arabes qui rachètent l'Europe, d'ailleurs. Et les pays arabes qui rachètent l'Europe, oui. Mais là, c'est la Chine, elle, essaie de mettre à l'abri ses revenus en cas d'effondrement du dollar. Parce qu'effectivement, bon, les réserves en dollars que la Chine a, si du jour au lendemain les États-Unis laissaient tomber le dollar, la Chine se retrouverait, disons, complètement ruinée en termes de devises. Et imaginons que demain, les États-Unis laissent complètement effondrer le dollar une fois le marché transatlantique créé. Eh bien, en s'adossant sur l'euro, qui aurait pu se maintenir comme monnaie stable et solide, comme elle l'est relativement aujourd'hui, eh bien, vous pouvez vous adosser et créer une monnaie transatlantique qui, par la puissance militaro-industrielle des États-Unis et leur circuit financier existant, peut arriver à réussir un coup géopolitique extrêmement important, c'est-à-dire à réasseoir son pouvoir en s'adossant sur l'Europe et à pouvoir écraser économiquement la Chine. Géopolitiquement, financièrement, c'est tout à fait jouable. Vous appauvrissez la Chine en termes financiers et économiques, vous l'empêchez d'avoir des débouchés économiques, donc comme son marché intérieur n'est pas suffisamment développé pour absorber une production qui est essentiellement tournée vers l'étranger, eh bien, vous provoquez une crise majeure en Chine. Pendant ce temps-là, les États-Unis, eux, en mettant en place cette monnaie, disons, transatlantique, se rétablissent relativement vite et peuvent rétablir leur puissance pour longtemps. C'est tout à fait jouable. Il faut s'attendre à des brigandages. Il faut s'attendre à des brigandages de ce genre. Alors bon, c'est un scénario parmi d'autres, je ne suis pas devin, mais voilà le genre de scénario auquel il faut s'attendre. Et évidemment, rien n'exclut un conflit armé international, ce qu'on appelle une troisième guerre mondiale. Bon, les mots sont dans l'air. Attali en parle lui-même. Il faut toujours faire attention à ce que dit Attali. C'est quelqu'un généralement bien informé. Mais bon, lorsque l'on parle de ce genre de choses, souvent ce qui est annoncé, ça se produit. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler une chose très curieuse. C'est un monument qui a été érigé en Géorgie, aux États-Unis. Ce sont les pierres de Géorgie, dans lequel vous avez 10 principes, dont le premier est la réduction de l'humanité à 500 millions de personnes. Et le gars qui a demandé, le commanditaire de la construction, il a un nom, en gros, ça veut dire les Rose-Croix.
lorsqu'on sait l'importance des Rose-Croix dans tous les cercles mondialistes, avec la Société Fabienne et toutes ces choses-là, Maçonnique en général. maçonnique, sans vouloir tomber dans un complotisme quelconque ou autre, on peut se poser des questions. Oui, parce qu'elle se revendique en partie héritière des Rose-Croix qui ont dû agir souvent vers la fin de la période médiévale. Vers la fin de la période, ouais, voilà. Donc, vous avez ce monument en Géorgie, où vous pouvez aller consulter sur Internet, c'est assez étonnant. Donc on peut parler à la fois de faillites voulues par des cercles mondialistes voulant établir un nouvel ordre mondial, et en même temps disant qu'il y a tout de même des politiques qui ont laissé faire, qui sont parfois soumis ou complices, quoi. Et qui sont parfois soumis aux complices. Et il y a même d'autres faits extrêmement importants que l'on pourrait voir, vous savez, avec le projet HARP, par exemple, ces ondes, ces centres émetteurs d'ondes qui peuvent modifier le climat. Par exemple, en 1999, on a eu les 2 tempêtes qui se sont abattues sur la France et qui faisaient suite au fait, concomitamment, peu de temps avant, aussi bien Chirac que Jospin s'étaient élevés contre la commercialisation des OGM en Europe. Il y a eu ces 2 tempêtes qui sont arrivées, et dès janvier 2000, donc peu après la 2e tempête, Jospin a dit que si la France ne voulait pas des OGM, elle ne s'opposait pas à ce que l'Union européenne les adopte. Vous voyez ? Bon, je ne veux pas non plus rentrer dans le complotisme, mais ces systèmes d'ondes, là encore, sont des armes utilisables. À l'époque, d'ailleurs, il y avait un livre qui avait été écrit par un certain Mark Filterman qui abordait le sujet. Militant en avait parlé à l'époque. Oui, parce que c'est des découvertes dues à Nikola Tesla, en fait. Hein. Voilà, oui. L'ingénieur, je ne sais plus, serbe, qui a d'origine vécu serbe, oui, qui a oui. vécu aux États-Unis. Voilà. Bon, enfin, je veux dire, bon, là, peut-être que nos auditeurs vont trouver que l'on s'éloigne des problèmes économiques, mais seulement, il faut être attentif à tout ce qui se passe dans le monde. Voilà. Et les questions économiques, pour en revenir aux problèmes économiques, ce sont des choses relativement simples, dont les arcanes et les fonctionnements ne figurent pas dans les manuels d'économie que vous allez trouver dans les librairies spécialisées. Et puis alors tout ce système de pensée qui a été créé en chrétienté est rendu aujourd'hui hors chrétienté. Ça, c'est aussi une crise spirituelle que subit le monde blanc. Le monde blanc connaît une crise spirituelle fondamentale, c'est-à-dire que ce qui est paradoxal en un sens, c'est que le développement économique a été dû au système de pensée chrétien. C'est-à-dire, donc, j'avais dit la règle de Saint-Benoît qui a permis d'allier la réflexion intellectuelle et le travail manuel, et de valoriser le travail manuel, ce qui n'était pas le cas auparavant. Dans l'Antiquité, travailler manuellement, c'était un travail d'esclave. C'était l'esclave. Ensuite, il y a eu tout le système de déblocage de la pensée aristotélicienne qui est arrivé au XIIe, XIIIe siècle, qui a permis de créer, disons, avec le temps, la pensée scientifique que nous connaissons actuellement, les mécanismes métaphysiques qui ont permis de sortir de la stagnation dans laquelle la pensée scientifique était depuis l'Antiquité. Et à travers le monde, et il n'y a qu'en Europe que ces choses-là sont venues, c'est par le déblocage des stagnations, par la pensée, la métaphysique chrétienne. Pour le coup, saint Thomas d'Aquin joue un grand rôle. Saint Thomas d'Aquin, et puis même les fameux décrets de la Sorbonne de 1277, qui ont entraîné la condamnation d'un certain nombre de thèses aristotéliciennes comme contraires à la foi chrétienne, et qui ont conduit les penseurs à se fermer certaines portes de pensée qui étaient des voies de garage, et à essayer de penser selon les voies de la foi chrétienne, et qui ont permis de sortir de cette stagnation. Bon, Pierre Duhem a fait des travaux là-dessus au début du XXe siècle, qui sont très convaincants. Et paradoxalement, c'est le christianisme qui a permis le développement économique moderne dans lequel nous sommes, et ce développement économique, en s'affranchissant des conditions qui lui avaient permis d'exister, lui-même se condamne à devenir fou. Chesterton disait le modernisme, ce sont des idées chrétiennes devenues folles.
Mais on en est là, c'est-à-dire que les conditions intellectuelles, métaphysiques qui ont permis le développement industriel dans lequel nous sommes aujourd'hui ont été évacuées. Donc vous avez un système qui s'est, disons, détaché des conditions qui ont validé l'existence et le fonctionnement équilibré. Donc à partir de ce moment-là, nécessairement, vous pouvez là aussi comprendre pourquoi vous allez vers des catastrophes. Et on le voit bien, des gens qui n'ont plus de repères de transcendance, des gens qui n'ont plus d'autres barrières morales que celles qui veulent bien se fixer, font que vous allez inévitablement, d'une manière ou d'une autre, à une catastrophe. Et ce que connaît le monde blanc également, c'est le vieillissement, l'immigration. Le vieillissement est la conséquence de tout ce dont nous venons de parler. Et le chômage, etc. Tout ce, oui, on a un peu traité de tout ça. Donc on va pouvoir passer à la 6e et dernière question, qui établit les solutions. Et enfin, pour proposer des solutions, quelle est la voie à suivre pour sortir de ce fossé à l'avenir? Quelle est la voie à venir pour sortir de ce fossé? La voie à suivre. Alors c'est déjà mettre fin à la domination de la finance internationale. Et pour cela, c'est mettre fin à la suggestion de nos civilisations à la pensée, disons, au magistère qui domine le monde, c'est-à-dire le rationalisme qui est impulsé par la maçonnerie et par leurs commanditaires du judaïsme politique. Voilà. Donc, à partir de là, donc, ces choses-là ne viendront qu'à partir de l'effondrement du système existant. Alors, puisque nous en sommes d'un point de vue économique, eh bien, il faut rendre à l'État sa souveraineté monétaire. Il faut rétablir des circuits de financement qui soient réels, c'est-à-dire adaptés à l'économie réelle, c'est-à-dire créer une monnaie permanente et non pas une monnaie d'endettement comme on a aujourd'hui. Établir des systèmes de formation, d'apprentissage qui permettent aux gens à bien travailler, à être capables de produire des richesses et à permettre à chaque peuple à mettre en place un système de mondialisation, puisque la mondialisation c'est indépendant du mondialisme, un système de mondialisation qui permette aux peuples de vivre chez eux et en faisant en sorte que simplement les échanges internationaux permettent d'apporter aux uns ce qu'ils ne peuvent pas produire chez eux à partir des biens produits chez d'autres. Avoir un maximum d'indépendance chez soi et après pour le reste. Et voilà, donc c'est toute une autre conception du monde qui est à mettre en place, et il est bien évident que toutes ces choses-là ne se feront pas de manière calme et tranquille, mais il est à craindre qu'il y ait des phénomènes chaotiques et cataclysmiques qui se produisent avant d'y arriver. Il y a eu un peu le cas de Mussolini brûlant symboliquement la dette, en brûlant le papier voilà. Publiquement pour dire qu'il ne rembourserait pas les banques. On ne rembourse pas. Les dettes que l'on a aujourd'hui sont totalement illégitimes. Ouais. Sont totalement illégitimes puisqu'ils sont liés disons, à un asservissement artificiel. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les gens qui nous prêtent de l'argent n'ont pas le premier centime qu'ils nous prêtent. C'est une ligne de crédit qu'ils inscrivent sur un livre ou sur un écran d'ordinateur en disant « Bon, ben je vous ai prêté, je vais dire une bêtise, 1 milliard, vous devez me le rembourser à 2 ou 3% d'intérêt. » Voire plus. Donc revenir au prêt d'intérêt zéro, oui aussi, voilà. C'est ça. Il y a un peu l'exemple du Glass-Steagall Act, de séparer les banques d'investissement et de dépôt. Alors, séparer les banques d'investissement et de dépôt permettait justement d'éviter tous ces systèmes spéculatifs que nous connaissons actuellement. Aux États-Unis. Aux États-Unis, ça a été aboli. Et avec la crise de 2009, beaucoup de voix se sont élevées pour établir ce système. En réalité, des règles plus contraignantes ont été mises en place, mais elles n'ont pas vraiment été suivies. Il y a ce qu'on appelle les accords de Bâle 3 et Bâle 4 qui permettent d'augmenter les fonds propres des banques. Eh bien, les banques aujourd'hui sont en train d'hurler à l'étranglement financier parce que leur rentabilité souffre d'avoir des dépôts obligatoires auprès des États et des banques centrales. Et progressivement, ces règles adoptées dans la peur de la crise de 2009-2010 sont en train d'être abandonnées, pour peu qu'elles aient déjà été mises en œuvre. Donc autrement dit, nous repartons de plus belle
vers vers la course au profit et au rendement. Quand vous pensez que les entreprises cherchent à avoir des rendements, les financiers, des rendements de 15%, c'est totalement irréel, illogique par rapport à la réalité du monde. Quand vous avez des rendements de 7 à 8%, c'est déjà bien. Quand vous aviez la rente perpétuelle de l'État au 19e siècle, elle était de 3%. Et la rentabilité, dans les meilleurs cas, n'a jamais dépassé sur la longue durée 5 à 6%. Donc quand vous avez des rendements de 15%, il faut les obtenir. Il faut les obtenir en découpant les entreprises, en faisant des coûts de financement, en délocalisant, en supprimant des emplois, en réduisant les salaires. Enfin, c'est véritablement une économie de gangster. Et revenir aussi à la nationalisation des banques, peut-être à la Banque de France, instaurée par Napoléon. Oui, la nationalisation des banques. Mais la nationalisation des banques, il faut bien voir que les banques centrales sont comme le cœur d'un circuit financier national et qu'elles représentent en gros l'élément régulateur du financement d'une économie. Et la monnaie n'est basée en réalité que sur la capacité d'un peuple à produire des richesses. Sa valeur fondamentale, elle est là. Alors vous avez évidemment la monnaie, la valeur d'une monnaie qui est imposée comme les États-Unis par le rapport de force, évidemment, mais la valeur intrinsèque d'une monnaie, elle est gagée sur la richesse d'un peuple, sur les capacités d'un peuple à produire des richesses. Elle n'est pas ailleurs. Donc il faut allier aussi les pays de même civilisation en sortant de l'Union européenne. Alors effectivement, dans le cadre d'une mondialisation d'inspiration nationaliste, les choses se passent en créant de grandes zones économiques d'échange entre États proches les uns des autres. Vous avez une zone européenne, vous aurez une zone asiatique, vous aurez une zone africaine, vous aurez une zone sud-américaine, avec entre elles des écluses qui sont les barrières douanières, les barrières tarifaires pour équilibrer. Et à partir du moment où vous permettez à chaque groupe de produire lui-même ce dont il a besoin pour l'essentiel, les échanges internationaux peuvent se réguler de cette manière-là. Avec Voilà. dans l'idéal un retour aux monnaies nationales aussi. Et un retour aux monnaies nationales qui représente la réalité même des peuples. Qui représente la réalité même des peuples. Et vous pouvez avoir, comme on a pu le dire, une monnaie commune pour les échanges à l'extérieur de cette zone, en maintenant des monnaies nationales qui permettent les échanges intérieurs et qui reflètent la personnalité propre de chaque économie. Contrairement à l'euro qui a des billets qui ne représentent strictement rien, au moins on avait une monnaie identitaire avec des références et nos auteurs et des choses comme ça, ou de notre architecture. Voilà. Donc un système financier au service des hommes et des sociétés finalement. C'est un service financier au service des hommes et des sociétés. Et non au service de quelques-uns. Et non au service de quelques-uns, voilà. Bon, c'est Ce qui implique revenir à la loi de 1973, puisqu'on en avait parlé, mais lors du précédent entretien. Oui, voilà. Mais, la loi Giscard-Pompidou-Rothschild. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est établir ce système de monnaie permanente, c'est-à-dire de monnaie créée sans intérêt et sans limite de fonctionnement. La monnaie de crédit, c'est une monnaie grevée d'un intérêt et qui est une monnaie temporaire. Pendant longtemps, vous aviez l'or qui était cette monnaie, disons, permanente. Bon, l'or, avec le développement des échanges, est une monnaie qui est un signe monétaire, une monnaie, un gage monétaire qui a progressivement perdu de sa valeur tout simplement parce qu'il ne suffisait pas à assurer le financement des échanges. Dès avant 1914, les talons or n'étaient qu'un point de rattachement. Il y avait déjà un système de devises internationales qui fonctionnait. Alors évidemment, il y en a qui développent des théories comme quoi on peut revenir à l'étalon or et avec une modification du système des prix relatifs internationaux. Bon, ça c'est autre chose. Il faut bien voir une chose, c'est que l'or, effectivement, a son rôle. L'or aura toujours un rôle dans la mesure où il est une contrepartie monétaire extrêmement importante, dans la mesure où il peut toujours se monétiser.
mais il ne suffit pas à lui-même à faire fonctionner les échanges internationaux. C'est donc que dans un monde, disons, organisé, policé, dans un ordre international, disons, nationaliste, des monnaies gagées sur la valeur travail de chaque État, sur la capacité à produire de chaque État dans des échanges de rapports internationaux, une monnaie permanente me paraît beaucoup plus réaliste, dans la mesure où les monnaies seront toujours basées sur des rapports de force internationaux. Il ne faut jamais oublier ça, ce sont des rapports de force internationaux, c'est fondamental. Et donc dans les doctrines économiques, puisque vous avez parlé un peu d'économie orientée, ça symbolise quoi, un peu rapidement, le colbertisme ou le corporatisme? Non, une économie orientée, c'est tout simplement orienter les capacités productives, les forces vives, productives et créatrices d'un pays vers des domaines bien particuliers qui lui permettent d'affirmer sa puissance et son autonomie, sinon son indépendance. Voilà. C'est canaliser les forces, mais non pas d'une manière dictatoriale, mais en concertation avec tout le monde. C'est mettre des moyens en vue d'assurer tel ou tel but économique. Et le colbertisme sous Louis XIV, ça donne... Le colbertisme, c'était une forme de renforcement de l'économie nationale. Alors effectivement, il faut essayer de produire par nous-mêmes ce que nous pouvons produire. Alors il y a toujours pour les États une volonté de puissance, mais le colbertisme ne doit pas non plus chercher à vouloir tout produire chez soi, disons de manière inconsidérée. Il y a toujours les avantages comparés à voir. Colbert a un peu écrasé, vous voulez dire les autres pays européens, enfin... Oui, alors là, il y a une volonté d'hégémonisme, mais Ouais. vous ne supprimerez jamais l'hégémonisme et la concurrence entre les peuples. Les rapports de force entre les peuples existeront toujours. Les cultures sont antagonistes, assez antagonistes. Et d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par le rapport de force démographique, par les affaiblis, par les modifications spirituelles, par l'évolution du monde, les rapports de force internationaux sont un rapport de force en équilibre dynamique. Ça, vous ne l'arrêterez jamais. Vous ne l'arrêterez jamais. Et le corporatisme, bon pas la définition qu'on donne aujourd'hui, mais un peu celle de Maurras, ça implique pas spécialement de doctrine économique en fait. On pense aux corps intermédiaires. Ce sont les corps intermédiaires. Il faut faire attention que le corporatisme ne devienne pas lui-même un ensemble sclérosé. Parce que toute organisation, à un moment ou un autre, va vers une sclérose. C'est ce qu'on appelle le développement de l'entropie. Donc les corps intermédiaires, oui. Un corporatisme tel qu'on l'a connu, un corporatisme d'État, non. Il faut toujours penser à laisser les corps intermédiaires s'administrer eux-mêmes dans la mesure où ils en ont les moyens et les capacités. Finalement, c'est le principe de subsidiarité ou de suppléance. Oui, c'est comme ça qu'on le nomme, c'est vrai. Voilà. Mais finalement, même celui de Mussolini, que l'on dit très étatiste, finalement, ce qu'il disait, c'est que ça partait de l'État, mais que après, ça s'organisait et voilà. Et puis, il faut voir aussi le contexte propre à l'époque de Mussolini. Il fallait créer une industrie italienne. Il y avait unifier un peu plus. Unifier l'Italie. Donc il y a des contextes tout à fait particuliers. Ce que nous aurons à faire demain sera peut-être, disons, dans l'esprit général, dans la filiation de certains systèmes corporatistes ou autres, mais ce sera quelque chose de totalement différent. Et par surtout, rapport au contexte, par rapport à autre chose. On peut regarder ce qui s'est fait dans le passé d'une manière ou d'une autre, mais ce que nous aurons à faire dans l'avenir, ça sera, disons, en gros, à inventer. Nous aurons à organiser ce qui existe, à mettre en place cet empirisme organisateur. Nous avons des grandes lignes d'action, nous savons ce que nous devons faire, mais nous allons trouver des situations particulières, des contextes particuliers avec lesquels il faudra faire.
et essayer effectivement de mettre en place quelque chose qui dure, et non pas qui soit un effet particulier sur 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Il faut essayer de penser à long terme. Et ça, quand vous voyez l'activité de gouvernement d'une personne ou d'une autre, en général, on ne gouverne pas très longtemps. Si vous gouvernez facilement, vous prenez même Richelieu, qui a été un de nos chefs d'État, un de nos gouvernements qui a eu la plus grande longévité, il a gouverné pendant peut-être 15 ans. Qu'est-ce que c'est que 15 ans dans le flux de l'histoire? Et pourtant, il a laissé une grande marque. Il a laissé une grande marque, mais seulement ça s'inscrit dans une longue durée. Même si la grande erreur, disons, d'Hitler, par exemple, c'est d'avoir voulu changer le monde et tout placer en 12 ans. Non, c'était un processus à très long terme. Lorsque vous êtes trop pressé, lorsque vous voulez vous-même bloquer une situation en quelques années, non. Les choses se font sur la durée. Les choses se font sur la très longue durée. Ce qu'il faut, c'est mettre en place un système. Et par exemple, les mondialistes, ce qu'ils savent faire, leur projet est en place depuis plusieurs siècles. Eux, ils ont su s'inscrire dans la durée. On ne voit pas forcément les fruits de ce qu'on Et a voilà, fait. voilà. C'est un peu le cas du baby-boom en France, qui est dû finalement sans doute à la politique de Pétain, qui a dû... Ça a commencé avec Alfred Sauvy, qui a commencé à mettre en place des lois natalité qui ont été appliquées sous le régime de l'État français et qui ont continué ensuite, Oui. et qui aujourd'hui sont complètement détruites. Oui, ça, c'est sûr. Voilà. Depuis le temps. Voilà. Non, il faut s'inscrire dans la longue durée. Il faut s'inscrire dans la longue durée, et surtout, je crois que la première vertu, c'est une vertu de vérité, c'est l'humilité. C'est une vertu de vérité. Bon, l'humilité, c'est pas vouloir se magnifier de cette manière-là. Oh non, moi je ne suis rien. Non, c'est savoir ce qu'on est capable de faire et de ne pas faire. Et savoir que dans la longue durée, finalement, on a un petit passage. Donc ce qu'il faut, c'est penser à mettre en place des principes, des règles et un système qui va se développer sur la longue durée, sans vouloir de soi-même tout créer de manière instantanée, sachant qu'effectivement, il y a des événements décisifs à poser à un moment donné pour que les choses prennent leur essor et leur envol. Donc voilà, si l'actuelle situation dépend du mondialisme, la solution viendra des nationalistes. La solution, à mon avis, viendra des nationalismes, tout simplement parce que les nationalistes ont le sens de la transcendance. Les nationalistes sont enracinés, ils ont 2000 ans d'histoire derrière eux, alors que les autres ont peut-être un siècle ou deux derrière eux. Les nationalistes savent qu'ils sont enracinés dans l'histoire, savent qu'ils sont au service d'un idéal qui les dépasse. Ils sont un maillon d'une longue chaîne. Ils sont enracinés dans l'histoire. Ils savent que sans eux, l'avenir ne se fera pas. Aujourd'hui, nous sommes un maillon. Nous savons que si nous lâchons, l'avenir n'existera pas. Mais nous savons que si nous tenons, il y aura d'autres maillons qui vont se construire derrière nous. Et nous avons la durée, alors que les mondialistes, eux, s'ils ont une certaine patience dans la durée, nous avons un ancrage que n'ont pas. Ils ont un ancrage dans un projet constructiviste. Nous avons l'ancrage dans un monde, disons réel, dans un monde réel, dans la création, dans l'ordre universel. Eux, ils sont en rébellion contre l'ordre universel. Vous savez, on ne peut pas durer indéfiniment lorsqu'on se rebelle contre les conditions qui valident notre propre existence. À un moment, se rebeller contre disons, le cadre dans lequel on vit a toujours une fin. En attendant, il faut donc bien se former, s'informer. Et actuellement, notre travail, c'est de nous former, de former les gens, de les informer et de leur dire ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes, allez voir au-delà du rideau de la désinformation ambiante, allez voir au-delà de tous les poncifs que l'on vous raconte, et grattez les choses. Voyez ce qu'il y a derrière, voyez la réalité, formez-vous,
ayez l'humilité de ceux qui ne savent pas, mais qui en même temps savent qu'à partir du moment où ils ont décrypté le mensonge ambiant, savent qu'ils en sachent plus que ceux qui croient toujours à ces mensonges. Vous voyez, nous en sommes là. Voilà. Donc effectivement, le nationalisme, finalement, nationalisme français, nationalisme ou autre, nationalisme allemand, anglais, russe ou autre, sont porteurs de la pérennité de notre civilisation. Et je pense que les 200-250 ans que nous avons vécus sont une parenthèse dans une histoire millénaire, plurimillénaire. Ça paraît peut-être curieux à certains de dire ça aujourd'hui, mais je pense que dans les années à venir, le monde que nous connaissons aura volé en éclats. En bien ou en mal, d'ailleurs. Et ce sera à nous d'utiliser ce qui sera pour faire du bien. C'est le rôle des nationalistes. Et de continuer à militer. Voilà. Faisons. Entité révolutionnaire, minorité inaccessible au découragement. Pro Saint-Antonio. Pour reprendre Pro Saint-Antonio. Merci beaucoup, Monsieur André Gandillon. Dans les entretiens à venir, nous pourrions traiter de sujets comme l'islamisation et complicité du régime, la crise agricole, l'économie orientée nationale et sociale, remède au virus du libéralisme. Pensez à vous abonner à la revue Militant. Alors oui, la revue Militant, dont le dernier numéro vient de sortir, celui de mai 2015, le 682, qui est en vente notamment à la librairie Facta ou à la librairie Notre-Dame de France à Paris ou à la librairie Duquesne, avec au sommaire: le mondialisme ne prévaudra pas sur 2000 ans de civilisation, en éditorial, une étude sur le conflit du Haut-Karabakh entre l'Arménie et le monde turc, les ambitions chinoises et l'Europe, qui est un dossier, la maîtrise de la fusion nucléaire, état des lieux, un article polémique « Quand cesserez-vous de gaspiller la France ?» de Diogène, un état sur la liquidation économique de la France qui continue, la chronique impertinente. Et pour vous abonner à Militant, vous pouvez aller sur le site Journal Militant, ou alors nous écrire à la boîte postale 154 75 463 Paris, CEDEX 10. Et peut-être pouvez-vous présenter votre petite plaquette si jamais les internautes ont envie d'approfondir un peu. Alors, sur les questions économiques et financières, oui, alors là c'est une petite plaquette, l'alternative à la crise mondialiste, analyse et solutions. Elle a été éditée par les éditions de l'Ancre, les éditions du Alpha, et vous pouvez la commander, comme on dit, dans les bonnes librairies. Voilà, solution nationaliste à la crise mondiale. C'est une étude qui explique effectivement, parfois de manière un peu technique, la manière de financer l'économie. Cela se replace d'ailleurs dans le cadre de projet d'écrire un manuel d'économie nationaliste, puisqu'il y a des manuels d'économie, disons libéraux, mondialistes ou autres. Eh bien, il faudra bien penser à faire un manuel d'économie nationaliste. Ce serait très utile, oui. Voilà. Merci à vous, Monsieur Gandillon. Merci Florian, merci Merci, Barbie. Monsieur Gandillon. Et à la prochaine fois. C'est ça.